Donc moi, je m'appelle William Thomas. Je vais me présenter un petit peu mon parcours avant de commencer. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce comme Damien, du coup. Et en sortant de mon école de commerce, j'ai été très frappé par la violence qu'il peut y avoir dans le milieu d'entreprise. C'est surtout le mal-être et le nombre de personnes qui faisaient des dépressions, des burn-out, voire des suicides dans les entreprises. Et parallèlement à mes études, j'avais développé une passion pour le bouddhisme et j'avais commencé à pas mal pratiquer. Et donc, en sortant de mes études, finalement, j'ai pas signé dans une entreprise classique et j'ai décidé de continuer sur mon chemin dans le bouddhisme. Et sur ce chemin, je me suis intéressé à la pratique du bouddhisme dans la Silicon Valley. Il faut savoir que dans la Silicon Valley, il y a historiquement, depuis les années 50, une grosse présence spirituelle bouddhiste, et surtout dans le bouddhisme zen. Et il y a pas mal de grands leaders des firmes tech de la Silicon Valley qui étaient oui, qui sont des pratiquants du zen. Donc par exemple, il y a Steve Jobs et beaucoup de personnes de chez Apple qui étaient pratiquants. Aujourd'hui, par exemple, chez Google, il y a le cercle des collaborateurs bouddhistes de Google. Il y a la même chose chez Apple. Et donc mon idée, c'était de m'intéresser à comment la pratique bouddhiste de ces personnes a influencé leur carrière en positif, qu'est-ce que ça leur a apporté, et puis comment ça peut amener justement à l'innovation technologique et au progrès. Aujourd'hui, on est face à une problématique qui est que le progrès technologique n'amène pas toujours le progrès humain. Et c'était mon intérêt justement de chercher un petit peu à faire la nuance. Donc aujourd'hui, mon enseignant principal, c'est Lester Kay, qui est un maître bouddhiste dans la tradition zen à Mountain View et qui était en fait l'ancien maître zen de Steve Jobs et d'autres personnes comme Jean-Louis Gasset, qui était chez Apple, qui est le directeur recherche et développement de chez Apple. Et aujourd'hui, mon métier, donc, c'est d'être consultant dans les entreprises pour leur amener une expertise sur les problèmes de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux. Donc, je fais de l'accompagnement et des conférences majoritairement. Moi, à la base, si je suis arrivé dans la pratique bouddhiste, comme beaucoup d'occidentaux, c'est justement parce qu'il y avait à la fois je ne me sentais pas heureux dans ma vie et puis que j'avais des très gros problèmes j'étais quelqu'un de très nerveux et je suis toujours quelqu'un de très nerveux. Quand on a une génétique de personne nerveuse, c'est difficile de passer outre. Donc je suis peut-être le moine bouddhiste le plus nerveux que vous rencontrerez. Et c'est plutôt intéressant parce que dans le bouddhisme, on a tendance à dire que quand on part de plus loin, on apprend plus de choses. Donc en étant quelqu'un de plus nerveux, j'ai eu plus de chemin à faire que les bouddhistes qui sont plus sereins. En ce moment, ma recherche, elle prend beaucoup de sens par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre, à la fois la crise humaine et puis la crise économique. C'est plutôt dans le sens économique, là aujourd'hui, dont je vais parler, par rapport aux entreprises qui vont faire face à des grosses difficultés. Mais je vais essayer d'apporter quelques pistes, quelques solutions pour vous aider justement là-dedans. Je pense que la première chose qui est importante à savoir quand on fait face à une crise majeure comme celle-là, c'est de savoir que nous sommes tous égaux face à cette crise. On est tous dans le même bateau. On a tendance à se sentir seul et démunis, mais là, dans notre situation, que nous soyons un maître bouddhiste, que nous soyons un chef d'entreprise, que nous soyons un médecin ou n'importe quel autre humain, là, en ce moment, on est tous dans cette période d'incertitude, de souffrance pour certains. Et il faut vraiment accepter le fait qu'on est tous dans le même bateau pour l'instant. Ensuite, le fait que nous soyons dans cette période de stress et d'incertitude, j'aurais tendance à dire que ressentir du stress dans cette période, c'est plutôt bon signe. Parce que ça veut dire que votre système nerveux fonctionne. On a toujours tendance à se dire oui, mais c'est pas bien, je devrais pas stresser, à lutter contre le stress. Mais le stress sert à quelque chose. Le stress, ça a une utilité biologique pour notre survie. Comment dire, historiquement, quand nous étions des animaux, eh bien, ça nous aidait à survivre dans la nature. Aujourd'hui, ça n'a plus du tout le même rôle dans nos vies parce qu'on n'a plus à survivre dans la nature. Mais faut pas oublier cette part naturelle du stress. Il faut pas oublier de se dire non, mais c'est normal. Mon corps est fait pour ça. Mon corps est fait pour que quand il y a un danger dans ma vie,
il y a une réaction de stress qui arrive. Voilà. Cette réaction de stress, elle est importante parce que dans certaines situations, elle m'aide à prendre les bonnes décisions. Elle m'aide à m'ouvrir les yeux sur certaines choses et elle peut être très positive. Cette réaction de stress, il faut vraiment se dire que quand on la ressent, il ne faut pas se dire qu'on est fou ou que c'est anormal et se dire qu'on a un corps qui est un corps biologique, qui n'est pas un ordinateur et qui répond aux stimuli comme il l'entend. Moi, ça me fait toujours rigoler. J'ai des clients qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui sont des grands chefs d'entreprise, etc. et qui continuent de penser que le corps doit réagir comme un ordinateur ou comme un iPhone. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que de la même manière qu'on peut éteindre un iPhone en appuyant sur un bouton, on peut éteindre le stress en appuyant sur un bouton. Le corps, c'est quelque chose de pas forcément logique, de pas forcément cohérent. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est l'expression de on parle des émotions en parlant de météo intérieure. Et je trouve que ça s'applique beaucoup, ça s'applique très bien au corps, parce qu'on a tous en nous cette météo intérieure. Et la météo, elle n'est pas forcément logique. Parfois, il y a des nuages, parfois il pleut, parfois il y a du soleil. Et on n'a pas de contrôle, on n'a pas forcément autant de contrôle qu'on voudrait là-dessus. Et je pense que c'est important d'accepter qu'on n'est pas à 100% responsable de ce qui se passe en nous. On s'est tous levés un matin de mauvaise humeur, sans forcément une raison particulière. Ou même il y a des journées où voilà, je suis des chefs d'entreprise qui parfois ont des journées absolument pourries du début jusqu'à la fin, avec toutes les mauvaises nouvelles qu'ils peuvent avoir sur le dos, et pourtant le moral va. Donc il n'y a pas forcément de logique dans cette météo intérieure, ça va, ça vient, et plus on accepte ça, plus on a tendance à faire passer les nuages rapidement. Une autre réaction naturelle qui arrive dans ces moments de grande incertitude, c'est la culpabilité. Moi, j'ai pas mal travaillé avec des personnes qui étaient victimes d'agressions sexuelles. Et faut s'imaginer que même pour une personne qui a vécu une agression sexuelle, donc c'est quelque chose qui n'est absolument pas de sa faute, bah, la victime aura tendance à culpabiliser. Donc si pour quelque chose d'aussi grave, on a tendance à culpabiliser, c'est bien normal que dans cette période de crise, on puisse se retrouver à culpabiliser. La culpabilité, c'est quelque chose qui est normal, c'est une réaction qui est normale, mais qui n'est pas constructive. Ça ne nous amène à rien. Le fait de culpabiliser, ça va au contraire nous pousser à nous renfermer et ça n'apportera pas de solution. Voilà. La culpabilité, justement, ça fait augmenter encore plus la tension en nous. Ça réduit encore plus le champ d'attention dans notre vie, alors que justement, plus ça va mal dans notre vie, plus on doit s'ouvrir. Comment lutter contre justement ce stress et cette culpabilité qui arrive, toute cette vague d'émotions qu'on se prend quand il nous arrive quelque chose de très négatif? C'est aussi de mettre des mots dessus. Quand on met des mots sur ce qui nous arrive, ça nous permet de reconnaître ce qui nous arrive et de plus facilement l'accepter. Le fait de mettre des mots, ça nous permet de lâcher prise en fait sur ce qui se passe en nous. Quand on fait face à une situation de crise, moi j'avais déjà aidé des chefs d'entreprise qui faisaient face à des très grosses, des situations assez graves, comme par exemple des liquidations judiciaires ou des choses comme ça. La première chose qui leur arrive, c'est cette vague d'émotions et ils n'arrivent pas à en parler et ils gardent tout pour eux. Là où justement, il faut se forcer à en parler, que ça soit à quelqu'un qu'on connaît ou à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais à sortir ces émotions parce que sinon, ça ne donne que du stress en plus. Comment dire, naturellement, on a tendance, comme je l'avais dit, à se renfermer et à ne pas parler quand ça ne va pas. Là où justement, pour lâcher prise, et c'est tout le principe du zen, le fait de lâcher prise, il faut arriver à accepter que là, on est dans une situation de faiblesse. Moi, ça m'arrive justement, il y a des
chefs d'entreprise qui se prennent une dépression, la femme qui se barre, l'entreprise qui va mal, et cetera, et qui continuent de me dire: «Mais non William, tu sais, moi ça va très bien, je suis un killer, il y a pas de problème, moi tout me passe au-dessus, les épreuves de la vie, je m'en fous, je suis plus fort que les autres». Bah, ce genre de comportement, en fait, est pas du tout constructif parce que, en niant, ces épreuves, en niant ces émotions, on fait qu'aggraver notre situation. Là où justement, si on veut réussir à passer au-delà rapidement, il faut accepter. C'est très difficile dans notre société qui est, patriarcale, qui est faite sur le self-made man, et cetera, de se dire: «Non mais là, j'accepte, là oui, je suis dans une situation de merde». Là, ou de se dire tout simplement: «Là, oui, ça ne va pas dans ma vie. Je ne vais pas bien». C'est super difficile, mais c'est une étape essentielle, de la résilience dans une période de crise. D'accepter de se dire: «OK, là, je suis dans la merde» ou «OK, là, ça ne va pas». Si on n'arrive pas à faire ça, tout le processus, de reconstruction, est très difficile parce qu'en fait, on nie le fait que, bah, non, ça ne va pas. Ensuite, moi, je travaille pas mal avec des chercheurs. Récemment, j'étais à Stanford là, pour aller rencontrer les neuroscientifiques qui font la recherche sur le stress. Et il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup et que même moi, je ne savais pas, c'est à quel point notre cerveau et tout notre corps est fait pour endurer des périodes de crise. Là, on vit une crise économique, mais l'humanité a vécu des crises monumentales pendant des milliers, voire des millions d'années. Notre corps et notre cerveau est fait pour survivre, à la famine, à la crise, au deuil, à la dépression et à toutes ces choses-là. On a un cerveau qui est structurellement construit pour le changement et l'adaptation aux situations, comme celle-là. Il y avait une étude très intéressante qui a été faite, je crois que c'était à Stanford, sur, justement tout le processus de reconstruction, des personnes, qui sont atteintes du VIH. En fait, on a tendance on sous-estime tellement, notre capacité de résilience, enfin, comment dire, cérébrale, que, il y a des chercheurs qui se sont dit: «Comment ça se passe quand, on a vraiment une très, très grosse mauvaise nouvelle dans notre vie?» Quand on a une très grosse épreuve, comment le cerveau réagit? Donc au départ, ils ont fait des recherches sur comment ça se passe dans la vie de quelqu'un qui se fait larguer par son compagnon ou par sa compagne. Donc, ils se sont rendus compte que la souffrance engendrée par une séparation amoureuse est beaucoup plus faible que celle qu'on pense. Donc, ils se sont dit, OK, c'est peut-être le cas avec une séparation amoureuse, mais ça ne peut pas être la même chose pour un événement vraiment grave. Et en fait, ils sont allés ensuite, donc, du coup, dans des centres de dépistage du VIH et ils se sont demandé, est-ce que quelqu'un qui est dépisté positif au VIH et que quelqu'un qui est porteur du sida va avoir une vie aussi difficile et va faire face à autant de souffrances que ce qu'il pensait au départ. Donc ils sont allés voir des jeunes avant que on les dépiste en leur disant voilà, si vous étiez dépisté positif au VIH, etc., comment penseriez-vous que serait votre vie, etc. Puis bah, comme tout le monde, hein, la plupart des gens disaient bah, je pense que c'est une vie très difficile, c'est une vie avec beaucoup d'épreuves, énormément de souffrances, etc. Bon. Et ensuite, ils réinterrogeaient les personnes une fois qu'elles avaient été, enfin pour celles qui avaient été dépistées positives, et ils les suivaient pendant 10 ans pour savoir si est-ce que réellement on fait face à autant de difficultés dans la vie que ce qu'on avait prédit. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Toutes les conclusions menaient justement au fait qu'on surestime énormément la souffrance à laquelle on va faire face dans notre vie, face à un événement dramatique. C'est un biais cognitif qui est maintenant plutôt connu. Mais c'est important de toujours rappeler que dans la vie, peu importe ce qui nous arrive, et ben, le train-train de la vie reprend toujours son cours. Par exemple, là, nous en France, on a fait face au confinement. Bon, le premier jour où Monsieur Macron, justement, a annoncé le confinement, c'est quand même une claque. C'est-à-dire que c'est le fait de reconnaître qu'il y a une pandémie mondiale, qu'on va devoir être tous bloqués chez nous, avec nos proches, dans des conditions plus ou moins favorables pendant des semaines, voire des mois. C'est une très grosse claque. Donc, les premiers jours, on s'est tous pris cette claque. Mais on s'est tous rendu compte aussi que les semaines passant, bah, le train-train quotidien reprend son cours. Et de la même manière que nous, notre petite vie a continué,
comme elle a pu, eh bien, les personnes qui ont, dans l'étude, été testées positives au VIH, ont continué leur vie et 10 ans après, ben, c'était des gens qui avaient eu, aussi, une vie amoureuse, qui avaient fait des études, qui avaient eu une vie plutôt normale. Donc le poids du train-train quotidien est très important et on le sous-estime. Heu, c'est, en fin de compte, c'est, peu importe les épreuves de la vie, on est vraiment structurellement fait pour pour avoir les ressources pour traverser ces épreuves. C'est que les ressources, elles sont en nous, peu importe ce qui se passe. Ensuite, moi, il y a une petite astuce, dont j'aime bien parler, qui fait beaucoup écho justement aux enseignements bouddhistes. C'est, la philosophie des alcooliques anonymes. Quand on fait face à une, crise, dans notre vie, on a tendance à beaucoup ruminer et à beaucoup essayer de prévoir ce qui va se passer. On se fait beaucoup de plans sur la comète. Les alcooliques anonymes, ils ont une stratégie qui est vraiment géniale. C'est très simple, mais c'est très efficace. Plutôt que d'aller voir quelqu'un qui est alcoolique depuis 20 ans et de lui dire: «Bah, tu vas arrêter de boire», tout simplement, ce qui est plutôt inefficace comme stratégie, eh bien, on lui dit: «Voilà, le défi, c'est d'arrêter de boire jusqu'à demain. Donc d'aujourd'hui jusqu'à demain, jusqu'à demain le lever du soleil, tu bois pas». Et une fois que la personne a réussi le challenge, d'une journée, ben, on lui dit: «Bah, voilà, demain quand tu te lèves, tu recommences. Tu refais ça une journée». Et ensuite, ils reviennent chez Alcooliques Anonymes, tu recommences une troisième journée, et tu recommences une quatrième journée, tu recommences une cinquième journée. Et en fait, au lieu de prendre le problème, dans sa globalité, en prenant le problème un jour après l'autre, on se rend compte qu'on arrive à faire des choses énormes. C'est-à-dire que le type qui a bu toute sa vie, ça fait 30 ans, 40 ans, qu'il boit tous les jours. Après s'être rendu compte qu'il arrivait à ne pas boire pendant une journée, bah, il se rend compte qu'il peut recommencer ça un jour après l'autre. Puis au final, bah, une journée plus l'autre, ça fait une semaine. Plus une semaine, ça fait un mois. Puis ça fait 3 mois, ça fait 6 mois, ça fait un an. Et c'est comme ça, petit bout par petit bout, qu'on arrive à faire des très, très grandes choses. Hem, un élément aussi, un autre, élément dont on parle beaucoup, dans le bouddhisme, et que je vais essayer dont je vais essayer de parler un peu, c'est de vivre l'instant présent. Il y a beaucoup maintenant, on parle beaucoup de la mindfulness et Stéphane en parle beaucoup aussi. Hem, c'est vrai que la mindfulness, moi j'en parle très peu en fait aux chefs d'entreprise parce que dans la plupart d'entre eux sont très peu sensibles, j'ai l'impression, au terme de mindfulness. Dans cette période de crise, moi, ce que j'aimerais donner comme conseil, c'est au lieu de se concentrer sur l'instant présent, c'est essayer de profiter de ce moment, qu'on a de très particulier dans notre vie, de confinement, et même au cœur de la crise, d'essayer de profiter de chaque journée. Je préfère cette notion de profiter de chaque journée parce que, ça ramène un peu une notion de plaisir avant tout. La vie, c'est pas juste de survivre jour après jour, c'est aussi de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, de prendre du plaisir dans nos activités, et vivre l'instant présent, c'est avant tout, être suffisamment conscient à ce qu'on fait pour pouvoir en prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Cette notion de plaisir, elle nous amène à prendre du recul sur, nos journées et à justement pas être focalisé sur nos problèmes en permanence. Ensuite, dans le zen, il y a un autre outil, dont j'aime bien parler, c'est l'esprit du débutant. On est dans une société où on a tendance à très rapidement, avoir la grosse tête, dans le milieu, du business, et l'esprit du débutant, c'est une stratégie qui vise justement à, comment dire? Calmer un peu l'ego. L'ego dans le bouddhisme, on en parle beaucoup. C'est quelque chose qui a pu être, très néfaste parce que, il peut vraiment nous gâcher la vie, dans pas mal de sens. Alors on a tendance à parler de l'ego, dans l'aspect, quelqu'un qui aurait vraiment la grosse tête, quelqu'un, qui se sent plus, et voilà. Mais l'ego va aussi dans l'autre sens. Par exemple, quand je suis très déprimé et que, je me dis: «Non mais rien ne va dans ma vie, heu,
tout va mal, tout le monde m'en veut, moi de toute façon je vaux rien, je suis qu'une merde, et cetera. Bah, quand on pense ça, c'est aussi l'ego qui nous joue des tours. Donc l'ego ne va pas que dans le grossissement c'est pas c'est pas que dans l'aspect égocentrique que c'est pas que dans l'aspect justement tout tourne autour de moi parce que je suis le meilleur, mais ça peut être aussi tout tourne de moi parce que je suis le moins bon. C'est dans ces deux sens-là que l'ego peut jouer. L'esprit du débutant, c'est au lieu de se dire comme beaucoup le font, bah, de se dire bah moi je suis expert en ceci, ou je suis le meilleur, ou je suis un killer, etc. Ce serait de se dire de reprendre cet esprit qu'on peut avoir quand on commence une activité pour la première fois. Ça nous est tous arrivé de prendre des cours, par exemple, de sport ou de cuisine pour la première fois, et d'être complètement débutant dans quelque chose qu'on fait. L'esprit du débutant, c'est ça, c'est de garder cet esprit du débutant, de se dire, ok, ben, je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire, mais je vais essayer de faire de mon mieux et de voir les choses d'un regard complètement neuf. C'est-à-dire que comme si j'avais jamais fait ce que je suis en train de faire. Et ça me permet de prendre beaucoup plus de recul et de voir les choses sous un aspect totalement neuf, comme si on repartait d'une page blanche. Ça permet de voir les choses avec plus d'enthousiasme, mais aussi beaucoup plus de modestie. De se dire, ok, je ne contrôle pas totalement ce que je vais faire, mais je vais juste avec beaucoup d'humilité essayer de donner le mieux que je peux aujourd'hui. Et encore une fois, par rapport au fait de ne pas faire de plan sur la comète, c'est très complémentaire parce que c'est vraiment important de se concentrer sur faire ce que je peux du mieux que je peux, mais juste aujourd'hui. Demain, c'est demain. S'il y a bien quelque chose que 2500 ans de bouddhisme peut vous apporter aujourd'hui, c'est de comprendre que il est totalement inutile de s'inquiéter pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Là, aujourd'hui, on ne maîtrise absolument pas quel va être l'état de la pandémie dans une semaine ou dans un mois. De mon jeune âge, je vous garantis que j'ai jamais entendu un maître me dire que ça valait la peine de stresser pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Vraiment. Donc, prendre du recul par rapport à ça et se dire, voilà, je ne peux rien y faire. Donc, je vais juste faire ce que je peux, moi, du mieux que je peux pour aujourd'hui. Demain, on recommencera. Et puis, dans une semaine, dans 10 ans, pas grave, on verra, on s'en fout. On voit souvent l'image du moine zen comme quelqu'un qui est absolument imperturbable par tout ce qui est autour de lui. C'est quelque chose qui peut être utile aujourd'hui de reprendre cette image et de se dire, voilà, moi aussi, je vais essayer d'être imperturbable. Imperturbable, ça ne veut pas dire qu'on est insensible à ce qui se passe autour de nous. Et bien évidemment, on doit rester sensible à tout ce qui se passe, à avoir de la compassion pour les gens autour de nous, mais inébranlable dans le sens que ne pas se laisser avoir par nos émotions. Je discutais justement avec Les Kay, l'ancien mentor de Steve Jobs, le maître zen, qui me disait, quand on est dans une période d'incertitude et qu'on a cette vague d'émotions qui arrive, cette vague d'émotions, elle va complètement biaiser notre processus décisionnel. Donc plus on se laisse avoir par cette vague d'émotions, plus on va prendre les décisions les plus merdiques qu'on ait jamais prises. Donc, c'est essayer de se dire, voilà, je peux rien y faire, donc je vais rester le même. Je ne vais pas bouger. Parce que c'est inutile. C'est comme je vois beaucoup d'entreprises qui ont fait tous des énormes processus, justement, qui ont fait des processus de prévision pour des situations de crise, et qui maintenant que justement ils vivent une situation de crise, ils changent tout leur processus de décision. Et moi je leur dis, mais non, ce processus comment dire, tout ce process, si vous l'avez fait quand vous aviez la tête au repos et que vous étiez serein dans votre tête, c'est qu'il est efficace. Là aujourd'hui, vous êtes tous complètement stressés, ça sert à rien de tout changer, parce que toutes les décisions que vous prendrez aujourd'hui en étant stressé, elles vaudront rien. Elles vaudront des décisions d'un mec qui est complètement paumé et qui est stressé. Voilà. Et ensuite, je vais terminer sur un dernier point qui me paraît vraiment important de rappeler, c'est que l'histoire de l'humanité, elle ne s'est pas faite sur des hommes qui ont travaillé seuls. Elle s'est faite sur des hommes qui ont travaillé en groupe. Rien ne s'est jamais fait par des mecs qui ont travaillé seuls dans leur coin. Et ça doit nous amener à avoir d'autant plus de compassion et à collaborer d'autant plus avec les gens autour de nous
Et pour des chefs d'entreprise, c'est peut-être l'occasion justement de tendre la main à des concurrents pour faire des partenariats, parce qu'à chaque fois que justement, on ferme le dialogue avec quelqu'un, c'est une porte qui se ferme dans notre vie, c'est une opportunité qui se ferme. Le bouddhisme nous apprend justement que c'est on construit des choses, on construit des innovations, on construit du progrès pour l'humanité en ouvrant des portes, en ouvrant des collaborations et en ouvrant justement la compassion à l'autre. Et dans une situation de stress, c'est tout l'inverse qui a tendance à nous arriver. Et on est tous égaux, moi aussi, ça m'arrive bien évidemment, quand je suis stressé. On a tendance à se refermer, on a tendance à ne voir que les petits détails, on a tendance à ne voir que son petit ego et on oublie les autres. Et je voudrais juste vous rappeler que on se rend compte, d'autant plus aujourd'hui qu'on est dépendant de tous ces médecins, de tous ces infirmiers, à quel point on a besoin des autres. Et dans le business, c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir compter sur les autres et de pouvoir s'ouvrir aux autres et de faire preuve d'autant plus de compassion que d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un tout petit dernier truc aussi, c'est le fait que le comment dire, les éléments qui fonctionnent pour quelqu'un dans la gestion du stress ne fonctionnent pas forcément pour d'autres personnes et que ces conseils qui sont très personnels, en fait, c'est à vous après d'en faire votre propre recette. Il y a Stéphane qui fait intervenir beaucoup de personnes qui donnent des conseils vraiment très éclairés, mais ce que le bouddhisme nous apprend aussi, c'est que à chacun sa propre recette. On vous donne les conseils, mais après, c'est à vous de faire votre propre tambouille avec ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce qui, moi, va marcher pour moi ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est à vous d'expérimenter après dans votre vie, de voir ce qui fonctionne plus ou moins, de se dire, voilà, moi, ça me fait stresser, ça me fait moins stresser, et adapter votre vie en fonction.